Bienvenue sur Ocadia, bienvenue sur ce parcours essentiel dédié au change management. Donc dans ce chapitre numéro 2, dans cette vidéo numéro 2, on va rentrer en détail dans le why, how, what, change management. Dans le chapitre précédent, on avait abordé le phénomène de reality of change et la connexion, l'interconnexion, la contribution entre la gestion, le pilotage du changement et la gestion de projet, le project management, pour poser vraiment le cadre global de la gestion du changement, sa contribution et son contexte. Dans ce chapitre 2, on va vraiment rentrer plus en détail dans le why, how, what, et on va en fin de vidéo aborder les étapes fondamentales qu'il faut respecter dans n'importe quel type de process, de projet et d'organisation pour pouvoir engager le changement, l'acceptation tout d'abord des équipes afin de permettre l'atteinte des performances dans n'importe quel type de projet qui va viser et avoir pour objectif de mettre en place de nouveaux mindsets, de nouveaux process, de nouvelles habitudes et des façons de travailler différentes. Alors, le change, why, how, what. On a vu en première approche dans le chapitre qu'on a un effet, d'accord, de reality of change. Dans 80% des cas, vous allez être en échec face à l'atteinte des performances visées et liées en termes de besoins à votre changement. On a vu dans le chapitre précédent toutes les origines cumulées qui expliquent ce phénomène de reality of change, 80% des projets étant en échec vis-à-vis de la performance. On a une résistance organisationnelle, un support de l'exécutif qui est insuffisant, des objectifs qui sont souvent confondus avec la vision et la mission, qui deviennent donc totalement parfois irréalistes dans le cadre d'une gestion, d'un pilotage de la performance dans un projet, une gestion, un pilotage projet qui n'est pas adapté, donc les fondamentaux ne sont pas respectés, un business model, un business case qui n'est pas clairement formalisé, qui n'est pas forcément mesurable et clairement quantifié, et surtout quelque chose de très néfaste qui est un scope, un périmètre projet non maîtrisé, mouvant, dans lequel on rajoute sans cesse des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles missions, par exemple, des nouvelles missions, de nouveaux objectifs, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, on l'a vu dans le chapitre 1, et vous l'avez bien compris, gérer le changement de façon efficace, ça s'appuie sur le change management qui va avoir pour objectif de réduire la résistance organisationnelle et humaine, qui est toutefois naturelle et humaine dans les organisations, mais ça va être successful, ça va permettre l'atteinte de performance uniquement si c'est intégré et combiné donc à tous les fondamentaux de gestion de projet, en considérant l'agilité, en respectant les fondamentaux du business management. Voilà, donc c'est à cette condition de considérer toutes les origines cumulées des échecs qui sont en lien avec le reality of change qu'on va pouvoir piloter le changement. D'accord ? Donc le why, how, what vis-à-vis du change management, et bien évidemment, la gestion du changement, vous l'avez compris dans le chapitre 1, c'est un prérequis à l'obtention de la performance dans n'importe quel type de projet, d'évolution, de transformation ou d'amélioration. D'accord ? La gestion de la résistance humaine au sein de vos équipes et de vos organisations, c'est un facteur clé de succès prérequis à l'obtention de la performance. La gestion du changement, on va le voir, c'est une étape également qui est un prérequis nécessaire à pouvoir positionner une organisation dans ce qu'on appelle un mode de fonctionnement HPO, High Performance Organization. On va voir ce que c'est une HPO. C'est une organisation qui va avoir la capacité à se positionner en tant que leader sur un segment, sur un marché, parce qu'elle est plus performante, plus compétitive, plus profitable que n'importe quel type d'organisation similaire. Et un prérequis à l'obtention de ce type de fonctionnement, c'est la gestion du changement. D'accord ? Et bien évidemment, on sait par le phénomène de reality of change que uniquement 20% des organisations arrivent à atteindre finalement leurs objectifs de performance face à la transformation, qu'elle soit digitale ou
ou physique ou process ou peu importe, d'accord? Comment on doit changer? On doit considérer tout d'abord l'humain, le comportement humain, d'accord? Donc on va, faire un focus sur le people, first, avant tout et en toute priorité, d'accord? On va considérer l'humain, on va considérer l'origine de sa résistance au changement et on va faire en sorte de considérer ses besoins, humains, ses attentes, d'accord, face au changement, ses difficultés, les raisons pour lesquelles, il est en position de résistance ou carrément de refus et on va gérer, tout cet ensemble d'informations, d'accord? On va devoir considérer, l'organisation dans sa globalité. Parce que le changement s'opère à partir du moment où il y a un besoin de changement commun au business, mais aussi aux membres de l'organisation et surtout à partir du moment où tout le monde change au même moment. D'accord? Et comment on va devoir gérer le changement? On va devoir, baisser progressivement la résistance naturelle de l'organisation, du projet, de la population impactée par ce nouveau projet, cette transformation, de 80 à 20. Progressively, d'accord? On ne peut pas passer du jour au lendemain, d'un taux de résistance de 80 20. Il faut prendre le temps et il faut prendre le temps nécessaire parce que cette résistance naturelle au changement, c'est un comportement humain naturel, d'accord? Et comme dans le change management, on va faire un focus, et respecter, accepter le comportement humain, on va devoir prendre le temps nécessaire à baisser cette résistance. Ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre parfois jusqu'à 6 mois, voire même 1 an, mais c'est meilleur en termes d'atteindre des performances, de prendre le temps, de baisser ce niveau de résistance avant d'engager le projet, plutôt que de l'engager avec un niveau de résistance très haut, ce qui sera fatal en termes d'obtention des performances. D'accord? Et le what, lié à la gestion du changement, c'est bien évidemment, ce qu'on a évoqué, c'est considérer un process de changement totalement intégré dans les process, les méthodes et les outils, dans la dimension project and program management, dans la dimension business management, agilité, leadership et puis, bien évidemment, le changement. Le what, c'est savoir respecter les étapes liées au changement. En gestion du changement, on ne peut pas brûler les étapes, donc on va voir, il y a 8 étapes, il y a 8 niveaux de maturité, qu'il va falloir acquérir, progressivement et successivement. Il n'est pas question de les mettre en parallèle pour pouvoir avancer, et engager un projet. D'accord? Et bien évidemment, c'est basé sur, de très nombreux soft skills, capacité au leadership, l'écoute active, et la communication non violente en étant les premières. D'accord? Donc l'écoute active, la communication non violente, c'est fondamental, dans la capacité de gérer le changement. Attention à la communication, on va le voir, on effectue, toujours, trop tôt la communication. Il faut communiquer quand on veut engager un changement à partir du moment où l'équipe, elle est mature, elle est prête à écouter, le changement. Écouter dans le sens l'accepter, d'accord? Donc il y a tout un process, tout un niveau de maturité, on va en parler. Alors, pourquoi changer? On va rentrer un peu dans le détail. J'ai dit, c'est l'objet du chapitre 2, le détail du why or what. Heu, on a vu qu'effectivement, la résistance organisationnelle, qui s'évalue à peu près à 80 80 des organisations, mais aussi 80 des membres de cette organisation qui est résistante, se présente comme un facteur clé de succès à n'importe quel type, de projet, de programme, de transformation, de digitalisation. Et on va étudier ce phénomène de résistance naturelle et surtout le pourquoi on ne peut pas se passer de considérer ce phénomène de résistance naturelle. Donc, on sait par mesure que, 80 des membres de votre équipe projet, mais aussi des membres de ce qu'on appelle la population impactée, hem, vont être résistants, face au projet. D'accord? Donc il y a une résistance naturelle, c'est humaine, c'est un comportement humain, c'est comme les émotions, il faut le respecter, il faut le considérer, il faut simplement le gérer. D'accord? Donc on a 80 d'une organisation qui va être résistante. Le but
du change management, d'accord, c'est de baisser ce niveau de résistance naturelle de 80% à 20%, d'accord? Et c'est le levier, du change management. L'objectif du change management. Si on engage un projet avec 80% de résistance, c'est évident qu'on ne peut pas atteindre des performances optimales, que ce soit on time, on cost, on quality, même avec de la résistance, on va générer plus de défauts, plus de non-conformité, plus de rework, plus de repair. Heu, le bilan financier ne peut pas être optimal et parfois même la customer satisfaction à la fin va être dégradée. Pourquoi? Parce qu'on va prendre trop de temps, d'accord? Ça va coûter trop cher, on va devoir, peut-être faire intervenir le client sur un besoin de financement complémentaire, d'accord? Donc on engage un projet quand on est à 20 de résistance naturelle, OK? Et comment on fait ça? Heu, il y a une bonne nouvelle dans le change management. Si on a 80 de la population qui est résistante, ça veut dire qu'on a 20 de la population, qui, de façon naturelle, va être, pourquoi pas, hem, engagée vis-à-vis de l'objectif de changement, d'accord? Qui va être, ouvert, qui va être en position d'attente, pas forcément, supportive ou supporter comme on peut le dire, mais en tous les cas, on a 20 de la population impacté, qui va être plutôt, en faveur du changement. Donc la première étape du changement, ça va être d'aller chercher ces 20 d'accord? De les convaincre par rapport aux besoins de changement, ça s'appelle le need for change et d'en créer ce qu'on appelle une core change team, d'accord? Dans ces 20 on va avoir une petite partie qui s'appelle les champions, d'accord? Qui représentent 1 2 de l'organisation dans sa globalité. Donc, première étape du changement, on identifie les 80 d'employés, ou membres d'équipe qui sont résistants au changement, d'accord? De façon naturelle. On l'accepte, on l'identifie, on le quantifie, on en crée un cluster et on le met de côté pour le gérer, le piloter. Dans les 20 restants, on va aller chercher les champions. Les champions, qui vont supporter le changement, qui ont une conviction, une adhérence, on va les mettre dans ce qui s'appelle la Core Change Team et c'est les champions qui vont embarquer, les 20 de gens qui sont quelque part, pas entièrement convaincus, mais qui pourraient basculer très facilement et ce sont ces 20 d'accord, de personnes qui vont devoir convaincre les 80 pour progressivement dans le temps arriver à un niveau global de résistance, de 20 d'accord? Donc ici, on va retrouver, voilà, c'est du talent management, aller chercher dans les 20 personnes sur 100, qui sont, ouverts au changement, la personne ou les 2 personnes qui vont être des champions. Pour progressivement réduire, cette résistance naturelle globale vers un objectif de 20. D'accord? Et pourquoi c'est fondamental pour les projets et les organisations, cette atteinte d'un point d'un point bas de 20? Parce que finalement, quand on regarde, quand on se projette, le niveau de performance, obtenu, bien évidemment, est corrélé, est fortement corrélé au niveau de résistance, dans les organisations et dans les projets. D'accord? On peut considérer 4 catégories de performance. Une catégorie D, bon, bah, c'est un niveau de résistance qui est tel que le changement n'est pas possible. Si le changement n'est pas possible, c'est une organisation qui s'appelle out of the market. D'accord? C'est une organisation qui va s'éteindre, face aux compétiteurs qui, eux, changent en permanence et qui arrivent à obtenir plus de compétitivité, de profitabilité. Donc, de quoi, finalement, vous sortir du marché si vous n'avez aucune capacité de changement. La deuxième catégorie, c'est la catégorie low performer. Donc, c'est une organisation qui arrive à s'améliorer, qui arrive difficilement à changer, qui conserve un certain niveau de compétitivité, de profitabilité, donc qui reste sur le marché, mais qui n'a aucune capacité de devenir leader du marché et d'augmenter, ses profits, se développer, donc très peu de capacité à investir, et à développer de nouveaux produits, de nouveaux services. Donc c'est une entreprise qui est vraiment pas en bonne position en termes de développement et de projection moyen terme. Un low performer, c'est quelqu'un qui, voilà, ça se projette, qui arrive à évoluer, à améliorer les choses en termes de compétitivité et de profitabilité, malgré un niveau de résistance organisationnelle qui reste à 80%,
pardon, c'est ici, qui reste à 80% ou 60%. D'accord? Et à partir du moment où on atteint ce qu'on appelle un point de pivot, où la résistance organisationnelle décroît au point d'avoir 80% de supportive et 20% de résistance, alors là, on peut viser des performances compétitives dans nos projets de transformation. Compétitif, ça veut dire qu'on va se placer à des niveaux où la compétitivité, la profitabilité de l'organisation, suite à la transformation, suite à l'évolution, suite à l'amélioration, va être similaire aux meilleurs acteurs du marché. D'accord? Donc ce graphe, il est assez intéressant et il vous positionne finalement ce qui s'appelle le point de pivot. C'est le point autour duquel on va pouvoir évoluer d'un statut de low performer à un statut compétitif. D'accord? Donc on voit bien que ce point de pivot, c'est un prérequis à être compétitif, c'est un prérequis à la profitabilité, la compétitivité et à la performance de façon globale. D'accord? Et on voit qu'il y a quelque chose au-dessus, on en a parlé, High Performance Organization, la performance de classe A, d'accord? Et cette performance va s'atteindre à 2 conditions. À condition qu'on ait passé le point de pivot, d'accord? Et à condition que l'organisation soit en mode pull, d'accord? Quand on est en mode push, d'accord? C'est-à-dire que, on n'a pas encore atteint le point de pivot et ça correspond à quelque chose qui est une organisation résistante à 80, 60, 50%, par rapport à 20% de l'organisation qui va supporter le changement. Donc, quand on est, quand on est dans ce ratio-là, 80-20, 80% de résistance, 20% de support au changement, on va être en mode push, d'accord? En tant que project leader transformation, vous allez pousser en permanence vos équipes, vous allez convaincre vos équipes. Et bien évidemment, quand on est en mode push, quand on pousse son équipe, quand on pousse l'organisation, déjà ça prend une énergie phénoménale et ensuite l'atteinte des objectifs de performance se situe soit au niveau low performer, soit légèrement au-dessus si on a une résistance organisationnelle de 40%. D'accord? Donc si on veut viser à devenir leader sur un segment de marché en termes organisationnels, il nous faut passer ce point de pivot, au-delà duquel on a 80% de l'organisation qui va être engagée vis-à-vis du changement. Et donc, on va passer dans un mode push, d'accord? Pull, pardon. On va passer du mode push au mode pull. C'est-à-dire que c'est l'organisation, les employés, la population impactée par le changement qui va demander le changement, d'accord? Qui va tirer, qui va appeler au changement, d'accord? Et dans un mode pull, on a 20% de résistance et 80% de l'organisation qui est engagée au changement, d'accord? Donc ce graphique, avec cet axe de gauche qui représente le niveau de résistance organisationnelle et cet axe de droite qui représente le niveau de performance et votre classe, votre catégorie de positionnement en termes de compétitivité par rapport à vos compétiteurs, en considérant le point de pivot et en considérant les modes push et mode pull sont vraiment fondamentaux. Euh, et c'est ici que vous comprenez qu'on ne peut pas se passer de change management, de gestion du changement, d'accord? Sauf à être une entreprise, une factory 4.0 où il n'y a pas d'employés, où il n'y a pas de comportement humain, où il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien du tout. Mais il faut vraiment, à partir du moment où on a des personnes, on a des employés, c'est le cas dans la majorité des organisations, considérer la gestion du changement. D'accord? Donc, devenir HPO, viser à devenir le leader sur un segment, sur un produit, ou le premier sur le marché, le premier à mettre en vente un produit ou un service, bien évidemment, ça implique qu'on a au préalable géré le changement, ça implique qu'on a passé le point de pivot, ça indique que l'organisation, elle va tirer, elle va appeler au changement de façon naturelle et qu'on a moins de 20% de l'organisation, de l'équipe, de la population impactée qui est résistante. D'accord? Et ici donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir envisager
de potentiellement devenir une organisation HPO. Alors, une organisation HPO, on va pas rentrer dans le détail, ce sont des process, bien particuliers pour devenir HPO. Le but, c'est déjà de devenir compétitif, de classe catégorie B et ensuite, quand on est compétitif et stable dans le temps, de devenir, une HPO. Donc je vous donne juste, la définition, les caractéristiques d'une HPO pour que vous sachiez qu'on peut aller plus loin et comment, on va plus loin. Donc une HPO, c'est une organisation, qui génère, un développement, de la profitabilité qui est meilleure en termes de profitabilité financière, que les organisations similaires, sur le même segment, sur le même marché. D'accord? Donc on va se comparer à ce qui s'appelle les peers organizations, les organisations totalement similaires avec la même typologie de clients et la meilleure des organisations en termes de compétitivité et de profitabilité dans un cadre long terme, va être considérée, en tant que HPO. D'accord? Donc c'est assez intéressant le concept HPO. Et donc ce qu'on voit, c'est que les caractéristiques principales des HPO par rapport aux autres organisations, c'est en premier lieu une très grande capacité à s'adapter au changement. D'accord? Donc ce sont des organisations qui maîtrisent totalement la gestion du changement. Ce sont des organisations qui réagissent, très rapidement face au changement, qui s'adaptent très facilement. Donc la notion intégrée qu'on a vue de project management, business management, agilité, leadership et gestion du changement, ce sont, des processus intégrés, à la culture, d'accord? Au process d'entreprise, mais surtout à l'état d'esprit des employés dans les entreprises, HPO, d'accord? Et ensuite, bon, ça a des caractéristiques qui sont un peu plus classiques, long term orientation, les process intégrés, les employés alignés au niveau de ces process, donc un business management system, assez stable, focalisé sur le continuous improvement, et puis focalisé également sur quelque chose qui est très important, c'est améliorer en continu les conditions de travail de ses employés, d'accord? Donc, on vient de voir le why, d'accord? En se projetant sur, quel est, l'impact, d'un niveau de résistance dans une organisation, sur, la performance de cette organisation. Et maintenant, on va aborder les étapes qui vont être nécessaires de considérer pour pouvoir assurer, une performance, au changement, pour pouvoir assurer que vous allez passer ce point de pivot. Parce que c'est pas parce qu'on gère le changement qu'on va passer ce point de pivot. Des fois, c'est très compliqué, il y a tellement de résistance, elle est tellement profonde, elle est tellement ancrée, qu'on ne le passe jamais. Et pour ce faire, donc on va devoir considérer, différentes étapes. D'accord? Donc il y a énormément de littérature qui existe, sur, les étapes successives à respecter, à considérer pour pouvoir, faire partie quelque part des 20 d'organisations qui sont successful et candidates à devenir HPO. Beaucoup de littérature, est disponible, au travers d'Harvard, Harvard Business Review, au travers de tout ce qui est, édité par John Kotter, voilà, qui résume très bien les étapes successives à respecter pour engager le changement. D'accord? Donc on va le voir dans le chapitre 3, donc on va pas passer forcément, énormément de temps dessus. On va le survoler juste pour l'introduire et ce sera l'objet du chapitre 3. Donc on va devoir, quand on engage, un pilotage, une gestion du changement, en vue de décroître, la résistance organisationnelle de 80 à 20 on va devoir, établir un sens de l'urgence par rapport à un besoin de changement. D'accord? On va devoir, former une powerful coalition. D'accord? Pour aller adresser le problème du reality of change qui est qu'on a un manque de support de l'exécutif. On va devoir créer une vision globale, commune, unique. D'accord? En plus du sens de l'urgence, il faut qu'il y ait un seul message, un seul besoin. Cette vision doit être communiquée, cascadée au travers de toute l'organisation. On doit pouvoir embarquer tout le monde à agir dans l'organisation par rapport à cette vision. Et enfin, n'importe quel type de changement, comme n'importe quel type de projet, doit apporter ce qu'on appelle des quick wins très vite, très important. D'accord? Si on a la capacité à convaincre les gens impactés par le changement, qu'on les embarque et que dans les 3 à 6 mois, il n'y a aucun impact de ce changement en termes de quick win, heu, la résistance qui est alors à 20 va revenir de façon naturelle à 60-70. D'accord? C'est important.
Et ensuite, quand on a les quick wins, on va consolider les améliorations et on va standardiser quelque part cette approche. D'accord? Donc, comment on gère le changement? Bien évidemment, on l'a dit, c'est en focalisant, en considérant en première approche les gens, leurs émotions, leurs réactions, leurs comportements, leur mindset, leurs habitudes et surtout, respecter et rendre légitime leurs raisons, qui expliquent soit leur résistance, soit leur refus face au changement. D'accord? Donc la gestion du changement, je le dis, je le répète, c'est en premier lieu des process, des méthodes et des outils qui vont avoir tendance, qui vont devoir considérer le comportement humain, les respecter. Ça va vous aider à dégeler ce qu'on appelle unfreeze, dégeler les vieilles habitudes, les anciennes valeurs et les anciens mindsets qui ne sont plus compatibles des performances qui sont attendues par l'organisation. Donc vous allez dégeler tout ça, vous allez faire en sorte que le changement soit accepté, vous allez mettre en œuvre le changement et vous allez mettre en place des nouvelles valeurs, des nouvelles habitudes et des nouveaux mindsets que vous allez geler, d'accord? Refreeze. Donc le change management, c'est dégeler pour regeler, d'accord? Et on a tout un processus qui va devoir être engagé. On va le voir au travers des étapes. Vous allez l'apprendre dans le chapitre 3, qui va progressivement avoir tendance à faire comprendre à la population impactée, à vos équipes, aux personnes qui sont résistantes au changement, pourquoi ce changement est nécessaire, pourquoi c'est un must to have, pourquoi on ne peut pas s'en passer, qui doit être impliqué, comment ça doit s'exécuter, quelles étapes on doit respecter et considérer et comment le faire, d'accord? Quand on répond à tous ces types de questions par rapport à la résistance au changement, de façon naturelle, on va décroître un niveau de résistance qui est assez important. C'est pas suffisant, faut aller plus loin et toutefois c'est nécessaire de commencer par adresser ce genre de thématique à la population impactée, d'accord? Donc, le comment, on en a déjà parlé. On respecte les 8 étapes, d'accord? Les 8 étapes qui sont matérialisées par John Kotter et toutes les types de littérature. Ce sont des niveaux de maturité qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas dépasser s'ils ne sont pas acquis. Donc, dans la gestion du changement, le pilotage du changement, il y a des méthodes, il y a des outils, il existe des méthodes, des outils comme le Change Management Matrix, qui nous permettent d'évaluer l'étape 1, le niveau de maturité de l'étape 1, le niveau de maturité de l'étape 2, et ainsi de suite. Et on n'avance jamais dans une organisation, jamais, d'accord, si les niveaux de maturité ne sont pas acquis. D'accord? Donc ces étapes, on va le voir en détail dans le chapitre 3. Heu, on va voir quels sont les process, les méthodes et les outils associés. Quand on projette ces 8 niveaux de maturité, par rapport au graphe niveau de résistance, niveau de performance dans les organisations, on se rend compte, que par rapport, au point de pivot, on tombe sur le niveau de maturité, 8. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on va devoir créer ce qui s'appelle le Climate for Change, adresser les premières questions fondamentales qu'on a vues ensemble. Pourquoi changer? Pourquoi le changement est nécessaire? Hem, embarquer les équipes et au niveau 4, ici, on va créer ce qui s'appelle la Burning Platform. La Burning Platform, quand on a un Climate for Change, que le change commence à être accepté dans son pourquoi, dans ses objectifs, dans ses étapes, dans son projet par l'Impacted Population, on va déclencher la Burning Platform. La Burning Platform, c'est on met le feu et tout le monde change au même moment, au même instant. D'accord? Je l'ai dit, le change management, c'est deux facteurs clés pour pouvoir atteindre le point de pivot. C'est un climat favorable au changement, d'accord, qui est donné par les étapes 1, 2 et 3, d'accord, et surtout une burning platform qui fait en sorte que le climat favorable au changement va pousser immédiatement, au même moment, au même instant, tout le monde à bouger de façon cohérente vers le même objectif, d'accord. Donc les étapes 1, 2, 3, on fait comprendre aux équipes qu'il y a un sens de l'urgence, on crée cette coalition, d'accord, de haut niveau qui va nous supporter et on commence à mettre en place un Tactical Implementation Plan et on cascade cette vision. Et là, on déclenche la Burning Platform, d'accord?
Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir atteindre ce qui s'appelle le point de pivot et dépasser l'objectif de 20%. Parfois, on arrive à convaincre 95% de l'organisation, hein. On peut aller au-delà de ces 20%. Voilà, et donc on arrive au processus de changement lui-même qu'on va aborder en détail dans le chapitre 3. Donc vous avez bien compris, c'est la matérialisation de la Burning Platform. On retrouve les 3 niveaux de maturité. Donc on va devoir finalement, face à un changement, préparer l'équipe à changer, donc leur faire comprendre et accepter le changement, les engager, les aligner face au changement. Donc ça s'appelle la préparation au changement. À ce niveau-là, on a 20% de totalement résistants, parfois bloqués. D'accord. Il faut faire la différence entre la résistance et resistance and reluctance. La résistance et le refus. Donc on a 20% de l'organisation qui est en refus, 60% de l'organisation qui est résistante, 10% supportive, et si on a de la chance, on a 10% de champion. D'accord. Ça, c'est le niveau caractéristique et naturel d'une organisation face à laquelle la préparation du changement n'est pas encore exécutée. Ensuite, on va devoir engager la Burning Platform. Donc, c'est un déclencheur qui fait en sorte que tout le monde va devoir bouger au même moment pour changer. Une fois que la préparation du changement est effectuée, donc avec le digital, c'est assez simple parce que si on met en place un nouveau système, bah, il suffit de déconnecter l'ancien. Voilà. Quand on déconnecte, par exemple, une version Windows 7 et qu'on charge la version Windows 10, et ben c'est une burning platform. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le choix de changer. D'accord? Et on communique. Dès qu'on engage la burning platform, on communique au même moment, on agit pour exécuter le changement. Donc toutes ces étapes, ces processus, ces 5 étapes qu'il faut mettre en œuvre pour engager le changement sont l'objet du chapitre 3. Voilà, je vous remercie. Vous en avez découvert et appris plus sur le change management au travers de ce parcours essentiel. On a vu principalement le why, d'accord, le how, le what. Retenez bien, gardez bien en tête ce graphique, d'accord. Niveau de résistance par rapport à la corrélation projetée sur le niveau de performance d'une organisation, et les étapes du changement, donc qui visent à préparer le changement, à engager l'organisation et à exécuter le changement qu'on va détailler dans le chapitre suivant. Merci de votre participation sur les parcours essentiels Ocadia. Merci de votre intérêt et je vous donne rendez-vous pour la suite du parcours avec les processus, méthodes et outils à respecter et à engager pour atteindre les objectifs de performance dans n'importe quel type de projet face au changement organisationnel, au changement de processus. Merci.